Aujourd'hui, on va parler de Schneider Electric et de son ascension fulgurante et savoir si les prochaines nouvelles sont bonnes, mauvaises, entre les deux, et indirectement, essayer de savoir si on va vers un essoufflement et une chute ou si on va poursuivre la tendance et que le plus beau reste à venir. Alors si déjà on revient pour avoir une ambiance, une vue long terme, on voit que les revenus totaux sont en augmentation constante depuis une vingtaine d'années. On voit bien qu'on est passé de 10 milliards à plus de 34, donc une hausse constante. On a déjà vu mieux du x3 en 20 ans, mais c'est tout à fait respectable. Les revenus nets augmentent également. Logique, si on a le chiffre d'affaires qui monte et qu'on a des marges stables, on a les revenus nets qui augmentent. En niveau marge nette, on est relativement stable, on a quelques années un petit peu moins bonnes, comme toute entreprise, il y a des bons et des mauvais moments, mais globalement, on arrive à maintenir les marges nettes aux alentours de 10%. 10%, c'est pas mal du tout, ça fait des années qu'on est habitué avec des Google, des Apple, etc. à avoir du 20-22% de marge nette, mais il faut savoir que pour le reste des entreprises, celles qui ont beaucoup de matières premières et beaucoup de salariés pour une activité, parce qu'on rappelle que les activités comme Apple, Google et Microsoft, vu que c'est en grande partie, ce sont des serveurs et des logiciels. Forcément, une fois que vos codeurs ont fini leur travail, il suffit de dupliquer le logiciel ou le cloud ou peu importe et ça fait beaucoup moins de salariés à payer. Or, dans les autres entreprises, il y a toujours quand même une masse salariale qui est importante et c'est même souvent le premier poste de dépense. Donc, 10% en marge nette pour une société classique, c'est très très bien. Le nombre d'actions en circulation est en augmentation, ce qui est plutôt moyen, à voir pourquoi. Est-ce que c'était pour favoriser la croissance ou non? Donc là, il faut aller étudier les rapports financiers et voir pourquoi cette croissance. Il n'empêche qu'on voit que depuis 2014, on est sur un plateau. De temps en temps, on diminue, on remonte un petit peu, mais globalement, on se maintient. On n'a pas de hausse fulgurante, donc plutôt bon point. On passe au screener 2. Le screener 2, on voit un rocher qui était à 15 ou 16% pendant des années, qui est un petit peu redescendu. Comme on le disait, il y a des bonnes et des mauvaises périodes. Et on arrive à repartir vers du 10 à 14%, ce qui est une très bonne chose. 14% pour un rocher, c'est une bonne entreprise. Le free cash flow est en augmentation, ce qui est une très bonne chose aussi. Le free cash flow, c'est l'argent qui reste dans les caisses de la société. Le bénéfice net, on peut derrière alors, on va pas dire le truquer parce que le truquer voudrait dire qu'on est en fraude, mais on peut l'optimiser, donc mettre la dépréciation, de l'amortissement, etc. Donc des fois, on a des énormes amortissements, ce qui fait que ça peut leurrer et on peut augmenter artificiellement le bénéfice net alors que l'argent n'est pas dans les caisses. Là, le free cash flow, c'est ce qui est dans les caisses. Donc on voit bien qu'on passe de 900 millions à 3,6 milliards, donc très belle augmentation. Le price to free cash flow qui est dans le même ordre de grandeur que le PER, sauf que le PER c'est sur les earnings, donc les revenus nets. Et comme on le disait à l'instant, ça peut être un petit peu faussé avec les amortissements et dépréciations, etc. Là, le free cash flow, c'est ce qu'il y a dans les caisses, donc c'est le cours de l'entreprise, enfin le cours de l'action divisé par le free cash flow. On voit que pendant des années, on était sur une médiane aux alentours de 14, on a eu des points bas à 11, et aujourd'hui, on est quand même plutôt sur un niveau haut à 21, comparé à historiquement, mais on voit bien que depuis 2021-2022, on est plutôt sur une fourchette haute. Alors à savoir, est-ce que la nouvelle fourchette va être ici, et que le 21 sera la marge basse entre 21 et 32, ou est-ce qu'on est en bas effectivement d'une ancienne période, mais qu'on peut redescendre à quelque chose qui est bien plus abordable et bien plus accessible. Ça, c'est les prochaines tendances, c'est les prochains rapports financiers, les prochaines conférences call et voir si les actualités, voir si la société arrive à maintenir ses marges et ses revenus. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Si on va au screener 3 maintenant. Le screener 3, donc j'ai remis les revenus nets, on voit le PER, ça parce que tout simplement c'est ce que le marché regarde, c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus utilisé que le price to free cash flow, et il n'y a aucun intérêt à avoir un indicateur génial si jamais quasiment personne ne le regarde. J'aurais raison, mais en avance du marché, et donc en raison trop en avance, c'est avoir tort. Donc l'idée est d'avoir aussi le sentiment du marché. Le sentiment du marché, il dit qu'on est pareil, en bas d'une fourchette depuis un an ou deux, mais qu'on est beaucoup plus proche de la médiane historique qui est aux alentours de 18-19. Donc on voit bien qu'on est vraiment pas loin ici. Donc le marché considère qu'on n'est pas vraiment surévalué, on est dans la moyenne, dans la médiane de ce qui se faisait avant. Donc
normalement, à part grosse déception, il ne devrait pas y avoir de chute brutale. Évidemment, à part grosse déception ou à part crack du CAC 40, mais ça, c'est des événements qu'on ne peut que très rarement anticiper, sauf si on arrive à connaître, à savoir qu'on arrive dans une période relativement de récession, ou si on arrive, on est aux abords d'une belle et glorieuse époque qui va nous emmener sur une décennie géniale. Mais hormis ça, sinon ce sera un signe noir, et donc par définition, on ne peut pas le prévoir. La dette nette qui est en constante augmentation, mais rien d'exceptionnel, c'est normal pour une entreprise de s'endetter, si ça lui permet de faire des acquisitions ou des investissements, c'est quelque chose de très bien. Les capitaux propres en augmentation constante, très bien, on est passé de 8,7 milliards à 25 milliards. Et la capitalisation totale qui est en augmentation elle aussi et qui suit une belle trend haussière. Donc à savoir si on va relâcher un petit peu et parce qu'on va s'essouffler, ou si on va continuer sur notre trend et que du coup c'est le moment d'investir. Si on passe maintenant ici au T3 pour voir si les perspectives vont être bonnes ou pas. Schneider Electric confirme ses objectifs pour 2023 après un quatrième trimestre lesté par l'échange. L'équipementier électrique Schneider Electric a confirmé jeudi ses objectifs pour 2023 qu'il avait relevé fin juillet, bien que la croissance de son chiffre d'affaires ait été freinée au troisième trimestre par des effets de change négatifs. Comme attendu, nous continuons d'observer une forte dynamique de la demande dans les segments et les régions où nous opérons, notamment dans les centres de données où la demande liée à l'intelligence artificielle devient visible, ainsi que dans les investissements liés à la transition énergétique, a commenté le directeur général de Schneider Electric, Peter Herweck, cité dans un communiqué. Ainsi, le carnet de commandes du groupe a continué de croître au troisième trimestre malgré une demande sur les marchés des industries manufacturières plus faible, a ajouté le dirigeant. Ça, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on a une demande qui est plus faible, mais on continue de croître. Donc même quand on commence à avoir des vents contraires, on arrive quand même à croître, à grandir. Donc c'est une preuve de résilience et d'une performance d'une société. Attention, ça ne veut pas dire que même en récession avec une chute phénoménale, elle va continuer à maintenir, mais si déjà, quand on commence à avoir du vent contraire, certaines entreprises lâchent et celles-ci arrivent quand même à croître, ça veut dire qu'il faudra encore plus de vent contraire pour réussir à la faire stagner, et donc ça veut dire qu'elle est potentiellement plus robuste que le marché dans son ensemble. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Schneider s'est établi à 8,79 milliards d'euros en hausse sur un an de 0,1% en données publiées et de 11,5% à périmètre et taux de change constant. C'est une très bonne chose parce que, évidemment, les taux de change sont à prendre en compte dans la vie économique d'une entreprise, mais ça veut quand même dire qu'à taux de change constant, on aurait quand même une croissance. Alors, évidemment, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on arrive sur du 0,1%, mais ce n'est pas de la faute de l'opérationnel de l'entreprise, c'est bien les taux de change à côté, donc ça ne dépend pas de la société, même si ça ne veut pas dire que du coup on n'aura pas de problème. Si ça ne dépend pas de la société, mais que les taux de change sont défavorables, alors elle sera peut-être en perte, mais globalement l'activité principale de la société est en croissance. L'impact de variation des taux de change est négatif à moins 639 millions d'euros, soit moins 7,5% du chiffre d'affaires du groupe, principalement dû à une dépréciation du dollar américain et du yuan chinois. Donc pareil, ça c'est indépendant de l'entreprise, du coup ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, là en l'occurrence c'est une mauvaise nouvelle, mais le business en soi reste profitable. On va aller directement à ce qui nous intéresse, c'est ici. Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, les revenus de Schneider Electric ont progressé sur un an de 6,3% en données publiées et de 14% en données organiques à 26,42 milliards d'euros. La marge EBITDA attendue entre 17,7 et 18 cette année. Donc pour l'année en cours, Schneider Electric anticipe toujours une croissance organique, soit à périmètre et taux de change constant de son résultat opérationnel EBITDA, ajustée comprise entre 18 et 23%. La croissance organique du chiffre d'affaires est toujours attendue entre 11 et 13%, ce qui est génial puisque ça veut dire que quand même on a une croissance qui est relativement stable et pour l'instant la récession ou une éventuelle récession ou même le resserrement ou les vents contraires ne se font pas sentir à part sur l'aspect des taux de change, mais ça de toute manière on ne peut absolument rien y faire à partir du moment où on est mondialisé, c'est comme ça. Donc la société continue de faire du chiffre, continue de grossir, continue d'être présente et forte sur son marché, donc ce sont de très bonnes nouvelles. Si on passe à la valorisation, j'ai remis ici les chiffres qu'on a dans TradingView, donc tout est là, et le prix de l'action aux alentours de 150 €. J'ai mis un PER de 14 ou de 20, tout simplement parce que chacun voit le PER auquel il veut acheter. Si on va sur TradingView et qu'on affiche le PER, j'ai mis un PER donc de 14. Alors, si je le mets aux alentours ici de 14, c'est parce qu'on avait eu des points bas ici. Donc, c'est une référence parce qu'en 2018, on l'avait eu. Et on avait eu ce genre de PER aussi aux alentours de ça en 2012. On a eu plus haut, mais ce sont, on va dire,
on va pas prendre celui-ci qui a eu lieu lors d'une dernière crise épouvantable, mais globalement quelque chose d'atteignable, un PER relativement bas et atteignable. Moi j'ai mis 14. Et derrière, on a un PER de 20 tout simplement parce qu'à 18,6, on est au niveau de la médiane des PER qu'on a déjà rencontrés, mais il se trouve que depuis 2-3 ans, on est un peu au-dessus, donc on va pas être trop gourmand. 18, 19, ça serait la médiane. On va se mettre à 20, histoire de talonner ici le plus bas qui pourrait être les nouveaux plus bas. Comme ça, on est à 18 ou 19. De toute manière, après, vous faites vos propres calculs, mais on ne serait pas trop loin de la vérité, aux alentours de 18-19. Donc, si on reprend ici avec un PER de 14, on a une valorisation à 73, ce qui est quand même 2 fois moins que par rapport au prix actuel. Donc, la valorisation est 2 fois moins élevée par rapport au prix actuel, donc on surpayerait, on paierait 2 fois trop cher. Si je mets un PER de 20, on arrive à 110. La question est de savoir si c'est le nouveau PER parce qu'on a une nouvelle croissance, quelque chose qui accélère, on s'est mondialisé ou peu importe. Ça, pour répondre à cette question, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call, voir si on est dans un moment de PER anormal parce qu'on est en bulle, parce qu'il y a eu des tombereaux de liquidités qui ont été déversés sur les marchés et que tout le monde joue avec de l'argent, ou est-ce que la société croît plus vite ou a des perspectives de croissance plus rapides qu'il y a 2 ou 3 ans. C'est la question à laquelle vous devez répondre pour savoir si on part plutôt sur un PER de 20 ou de 14. Quoi qu'il en soit, même un PER de 20, on est à 110, c'est toujours pas assez. Mais encore une fois, cette formule-là est empirique. On arrivera bientôt sur des formules un peu plus évoluées. Mais en tous les cas, cette formule est empirique et vous ne devez absolument pas dire j'achète ou j'achète pas uniquement en fonction de ce genre de calcul. Si on prend par rapport aux dividendes, parce que beaucoup de gens aiment le dividende, les dividendes en 2023 et prévu 2024 seront de 3,48 et 3,81 euros et on aurait donc un rendement de 2,32% et 2,54%. Ce n'est pas extraordinaire, mais on n'en attend pas mieux parce qu'une entreprise qui verserait déjà 10% de dividendes, c'est une entreprise qui serait relativement mature ou qui serait vraiment sous-coté et à ce moment-là, il faudrait se poser beaucoup de questions. En attendant, quelque chose de normal. Le rendement actuel ici est de 4,66%. C'est tout simplement en divisant les bénéfices par action par le prix de l'action, on a un rendement d'environ un peu moins de 5%, ce qui fait qu'aujourd'hui, autant être sur des obligations américaines ou sur ça, mais dans un cas, vous aurez de la croissance, potentiellement, si vous êtes sur une bonne société, dans l'autre, potentiellement pas. Donc, même pas du tout. Donc la question est de savoir après, est-ce qu'on privilégie la croissance ou est-ce qu'on privilégie la sûreté ou est-ce qu'on garde tout en cash, en liquide pour être prêt à dégainer si jamais on ne croit ni en l'un ni en l'autre et qu'on croit au bon vieux cash sur le compte en banque. Si derrière, on prend le bénéfice prévisionnel. Alors si on va sur TradingView et qu'on se met ici, on prend les finances, on prend les revenus, les bénéfices attendus et on aurait du 7,78 voire 8,44 prévu pour cette année, fin d'année et l'année prochaine. Donc encore une fois, attention, voir les estimations si elles sont bonnes ou pas. En reporté, souvent, alors ici on a eu un peu plus, ici on a eu un peu moins, ici c'était équivalent. Donc on se trompe un petit peu, mais en général, c'est pas énormissime. Même si effectivement, ça peut changer les calculs, on passe pas du simple au double non plus. Donc si on est là à 7,78 et 8,44, on va retenir ces deux chiffres-là. Si on passe ici, on met 7,78 ici, et si on met égal ce prix-là divisé par le cours actuel, on arrive à 5%. Si on met, on avait dit 8 et quelques, alors on se remet ici, on avait dit 8,44. Si on applique les 8,44 ici, ça veut dire que dans un an et quelques, on aurait 5,63% de rendement. La question est de savoir si derrière 5,63, est-ce que ça vous va parce qu'on va continuer à croître ou est-ce que ça n'est pas assez pour vous et qu'il faut aller ailleurs. Si jamais on regarde sur Guru Focus, on voit qu'on a une trendline ici qui est en général en 4,54%. Ça veut dire que vous avez une croissance, alors c'est un peu comme la droite de régression, vous avez une constante, si on devait tracer une ligne depuis des années, on aurait une moyenne à 4,54%, ce qui veut dire qu'on est quand même sur quelque chose de pas mal, on a une croissance de 5%, rien d'extraordinaire, mais on est sur une croissance, ça veut dire qu'on a une croissance continue de 5%. Ça veut dire que des années, ici on le voit bien, on est à 3,98 au lieu de 5,75, et ici on est un peu au-dessus, on était à 9,95 au lieu de 7,51. Donc il y a des années où on grandit plus vite que la moyenne, des années où on stagne et on repasse en dessous, et là on pourrait être en dessous et on pourrait éventuellement repartir vers une période de croissance, donc on aurait potentiellement
plus que 4,54% de croissance sur les quelques prochaines années, donc sur du relativement court terme, on va dire moyen terme si c'est entre 1 et 5 ans. Donc à vous de voir avec ce genre de perspective, évidemment ça ne suffit pas comme données pour investir, mais globalement c'est à vous de voir déjà si, macroéconomiquement parlant, juste si au niveau de la société et des chiffres qu'elle propose, si ça vous convient, et si déjà vous voulez aller creuser et aller voir plus loin. En tout cas, moi, je mets ça dans la watchlist parce que je sais que c'est une société de qualité et je sais que ce genre de croissance, mais relativement certain, même si je mets des guillemets partout, relativement certain, c'est quand même plutôt rare et en plus, on peut le mettre ça dans le PEA. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai attisé votre curiosité et que vous aurez envie d'aller chercher plus d'informations sur cette société et que vous prendrez goût à l'analyse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!